Entre le canal du Mozambique et l'île de Madagascar, au sein de l'archipel comorien Mayotte. Deux îles totalisant 375 km², petite terre et grande terre, séparées par un bras de mer de 2 km. Sur la route des cyclones, Mayotte est souvent victime des aléas climatiques. En 1985, un cyclone particulièrement dévastateur, Feliska, reste gravé dans les mémoires. Une étude des dégâts est commandée. Publiée en 1991, cette étude révèle que le plus beau lagon du monde est gravement menacé, que la pollution sur l'île augmente avec l'explosion démographique, à proximité des villes et des cours d'eau, qu'en matière d'environnement, tout reste à faire. L'eau devient rare, les déchets s'accumulent, l'érosion menace montagnes et terres agricoles. Aujourd'hui, dans sa course au développement, Mayotte réussira-t-elle à protéger son fragile environnement? Il faut agir vite. Sous les coups de la déforestation se creusent les psadas, ces saignées de terre rouge, érosion caractéristique de Madagascar et de Mayotte. La terre, alors, envahit le lagon, asphyxiant mangroves et coraux. En ce qui concerne le lagon, la confiance est revenue. Très tôt, l'île s'est mobilisée pour tenter de réparer les atteintes à ce qui représente son patrimoine culturel, économique et écologique. Jean-Benoît Misset, un des volontaires de la brigade du lagon, scrute quotidiennement l'état de santé des récifs. Sous la responsabilité de la direction de l'environnement marin, la brigade enregistre les données scientifiques et surveille l'application des règlements dans cette zone désormais protégée. Le coup porté par El Niño a été rude. En 1998, il y a eu un phénomène El Niño, c'est un bouleversement climatique mondial. Donc ça s'est répercuté dans l'océan Indien par une hausse des températures dans le lagon de Mayotte. Ça atteint jusqu'à 31 degrés. Et ça provoque le blanchissement du corail et à terme, sa mort. Donc là, par exemple, on voit il est mort, ce corail, par exemple, parce qu'il est tout blanc. Les événements climatiques exceptionnels dus au réchauffement du climat et des eaux sous l'effet du phénomène El Niño ont conduit un peu partout dans le monde à un blanchissement du corail dû à la mort de l'animal qui vit dans le corail. Car le corail est à la fois animal et végétal. Les algues microscopiques habitent son squelette et en fixant le carbonate de calcium, elles aident le corail à se construire. Elles ne peuvent vivre qu'à des profondeurs où pénètre la lumière. Et ce sont ces algues qui, sous le réchauffement des eaux, meurent. Des équipes scientifiques françaises, comme celle de Bernard Salva, surveillent ce phénomène à travers les mers du monde. À Mayotte, jusqu'à 70% de la couverture corallienne avait été touchée par le blanchissement. Acropores, fungia, porites étalaient leurs squelettes blanchis et cassants. Mayotte, c'est un petit bout d'Afrique, un monde encore en développement qui a choisi par référendum de vivre sous les lois françaises quand en 1974, les Comores recouvraient leur indépendance. Sur le plan géologique, cette île tropicale volcanique est un peu la vieille dame de l'archipel comorien. Le volcan émerge il y a environ 8 millions d'années. Au fil des ans, il s'enfonce dans la mer, s'isolant au sein d'un immense lagon d'environ 1500 km², délimité par une barrière de corail. Dans le sud, des effondrements de terrain dus aux activités volcaniques ont formé une double barrière. Ce phénomène est quasi unique au monde. Depuis qu'elles en ont la responsabilité, les autorités françaises aident Mayotte à veiller sur la bonne santé de son lagon, sans doute sa plus grande richesse potentielle. Le lagon de Mayotte est encore assez mal connu. Des inventaires faunistiques et floristiques ont été faits sur environ les 2/5 de la surface, et en particulier sur la côte est. Toute la côte ouest reste totalement méconnue. Depuis le blanchissement de 98, nous avons mis 9 stations qui sont réparties dans tout le lagon. Ouf, on s'aperçoit que ça redémarre. Le recouvrement est de plus en plus important, et on est aussi
est exceptionnellement important par rapport à d'autres sites dans le monde, puisque nous avons une barrière qui permet une stabilité au niveau de la température et la protection contre la houle. Ainsi protégé de l'océan, doucement le blanchissement se résorbe. Et Mayotte semble échapper à une autre menace. Alors qu'un peu partout sur la planète, une étoile de mer dévoreuse de corail prolifère, à Mayotte, ces populations restent stables. C'est une présence qui est naturelle et qui ne pose pas de problème lorsqu'elle est en faible concentration. C'est plus la même chose lorsqu'on a des infestations d'acanthaster. Et alors là, des zones importantes de corail peuvent disparaître en très peu de temps. C'est-à-dire que l'acanthaster va se mettre sur les coraux et manger les polypes, donc la partie animale. Alors, on a organisé au cours des années passées avec les clubs de plongée des récupérations de acanthaster sur des zones infestées. Et donc là, on arrive à récupérer plusieurs centaines d'acanthaster en une seule journée. Un équilibre naturel s'est rétabli, aidé en cela par les actions de sensibilisation et les primes au ramassage. L'acanthaster est en effet décimé par des prédateurs naturels, des coquillages comme le fer à repasser, la conque, le casque rouge, qui sont encore présents dans les eaux du lagon et font l'objet de protection. En Australie, sur la Grande Barrière, ils ont disparu et la lutte contre l'acanthaster est beaucoup plus difficile. La mise en réserve de certaines zones, comme la Passe en Hesse et la réserve de Sacilé au sud, s'accompagne d'une sensibilisation des enfants, des pêcheurs et des femmes. Donc là, on rentre dans la passe. Il y a les deux bouées qui délimitent l'entrée. Vous voyez, il y a tout écrit, pêche interdite, etc. Donc ça, c'est posé par le service des pêches. La pirogue, regarde la pirogue là-bas. Ouais. On passe là, on passe. Ils n'ont pas le droit de pêcher là. Non, ils n'ont pas le droit. Cette passe, c'est la zone la plus réglementée à Mayotte. Il est interdit toute pratique de pêche, il est interdit de s'ancrer. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des bouées d'amarrage pour les clubs de plongée, les plaisanciers, etc. Bon, on ne s'ancre pas, c'est pour éviter d'abîmer le substrat, le fond, les coraux, etc. avec l'encre. Donc interdit de pêcher, interdit de la pêche à pied, parce que sur la barrière externe, les gens ils peuvent partir de, vous voyez, ils partent de là, la piste de l'aéroport, à pied, et quand c'est marée basse, les grandes marées basses, ils partent à pied, ils pêchent le poulpe. Cette pêche à pied traditionnelle qui se mène quand se découvrent les récifs casse les coraux. Elle est désormais interdite. Il faut savoir que la chasse sous-marine, de toute manière, est interdite dans tout le lagon. Pour les clubs de plongée, c'est un bien, puisque ça préserve la faune, etc. La pêche, seconde activité du pays, est de plus en plus vitale sur le plan économique et social. 3600 hommes et leurs familles en dépendent. Ils connaissent bien leur environnement et malgré leur manque d'équipement, les tonnages relevés sont impressionnants. Pour l'instant, aucun inventaire ne précise s'il y a équilibre entre les prises et les ressources du lagon, mais les mesures de précaution et de protection s'imposaient. On sait seulement que dans chacun des 50 petits villages de pêche, on compte quelques pirogues qui relèvent chaque année des dizaines de tonnes. Quant à l'océan, derrière la barrière, il commence à être pillé par les thoniers venus d'Europe. Si la biodiversité du lagon est encore mal connue, les gros animaux, eux, commencent à être répertoriés. Chaque année, on poursuit les inventaires. On va faire de la photo-identification des différentes espèces qui sont là, et en particulier la baleine à bosse. C'est une zone de nurserie et une zone de mise bas. Entre juillet et octobre, avant que ne reprenne la grande migration vers l'Antarctique, le lagon sert de havre aux baleines. Une trentaine d'espèces de cétacés sont représentées, sans compter 6 espèces de dauphins, soit entre 35 et 38% des espèces marines répertoriées dans le monde. Alors, toute cette info est collectée et valorisée au niveau de la Commission baleinière internationale. Ce sont des résultats qui sont importants pour, d'une part, connaître et mieux connaître ces différentes espèces et puis continuer à les protéger. À Mayotte, la protection n'est pas un vain mot. De nombreuses associations se mobilisent et travaillent auprès des scolaires.
Très vite, l'île s'est engagée dans cette voie car toute une économie touristique fondée sur l'observation des animaux marins s'y développe. Encore à ses balbutiements, elle pourrait représenter pour le territoire fort dépourvu d'activités rentables une véritable poule aux œufs d'or. Les autorités ne sont pas seules à agir. Les compagnies touristiques, qui peu à peu voient le jour, travaillent avec la brigade du lagon à l'élaboration des règles d'observation. Tout le monde, pour l'instant, semble respecter la sacro-sainte règle qui interdit d'approcher les animaux à moins de 100 mètres. C'est le seul moyen d'empêcher leur fuite du lagon, car ils n'aiment pas être dérangés. Si Mayotte offre facilement au regard ces mammifères marins, elle n'est pas en reste pour ce qui est des tortues. C'est sans doute un des seuls lieux au monde où sur 138 plages et à peu près à n'importe quelle saison, on peut venir admirer durant la nuit le balai des femelles qui viennent pondre. Les pêcheurs du coin ont été initiés aux règles de protection. Ils conduisent les curieux sur les lieux de ponte. C'est là. Adi Rami nous amène sur la plage de Sassilé. Il repère les traces et en déduit la taille de la bête et l'heure de la ponte. La pointe de la tortue, c'est 65 jours. C'est le dernier, il est fatigué, soit il est malade. Quand on les voit sortir comme ça, il faut les aider à sortir tout, parce que si tu les laisses, il y a les animaux qui veulent manger, les corbeaux, les chiens, tout ça, ils veulent manger. Alors, on a le droit de les aider. Mais le principal prédateur a longtemps été l'homme, car la consommation de chair de tortue était traditionnelle à Mayotte. Elle est aujourd'hui interdite. Malheureusement, malgré les efforts de la lutte anti-braconnage, on sait qu'elle perdure. Sur les sites éloignés comme Papani ou Charifou, des massacres ont encore lieu. Les variations du stock sont mal connues. On constate une diminution des individus, sans savoir si le braconnage en est le seul responsable. Quant à la coordination régionale d'études et de protection, elle est pour l'instant au point mort. Comme toute zone lagunaire, Mayotte abrite une mangrove. Elle s'étend sur 668 hectares, dans la plupart des basses plaines alluviales. Entre les flancs de la montagne volcanique et le lagon, c'est un milieu tampon extrêmement important. À Mayotte, on dénombre 6 espèces différentes de palétuviers. Les espèces communes du Mozambique côtoient celles de Madagascar. Les Mahorais traditionnellement n'aiment pas la mangrove. Les légendes la peuplent de djinns, de mauvais esprits. Peut-être du fait que vivent là un certain nombre d'espèces urticantes et piquantes. Il faut donc faire un long travail d'éducation pour les amener à prendre soin de ce milieu. Car avec ses racines enchevêtrées, la mangrove est utile et constitue une barrière vivante entre la terre et la mer. Elle joue un rôle de poldérisation du lagon, c'est-à-dire de conquête progressive. Elle retient les boues qui dévalent les montagnes sous l'effet de l'érosion, les pièges, grâce à un front pionnier de palétuviers qui consolide progressivement le front de mer, protégeant la côte de la houle. La mangrove abrite aussi de nombreuses espèces animales. Depuis peu, on a pu y filmer le dugong, une sirène, cette vache marine et brouteuse que l'on disait a jamais disparu. Le dugong vient s'alimenter de feuilles de palétuvier les nuits de hautes eaux avant de disparaître à nouveau aux premières lueurs du jour. L'abondance des éléments nutritifs en suspension attire crustacés et oiseaux. Hérons cendrés, chevaliers aboyeurs, pluviers argentés et courlis sont systématiquement nommés par les Mahorais les Nsugamaji, les gardiens de l'eau. Mais aujourd'hui, la mangrove est grandement menacée. On continue à y prélever le bois de feu. À Mandrélé, le bois de palétuvier sert de combustible au foyer qui permettent l'évaporation de l'eau et la récolte du sel. Quand les ressources de la mangrove sont épuisées, les femmes coupent le bois de la montagne. Des terres déforestées s'écoulent alors des torrents de boue que les racines de palétuvier n'ont pas le temps de coloniser. Les épaisseurs de vase atteignent 6 à 20 mètres suivant les secteurs littoraux. Résultat, la mangrove ne joue plus son rôle d'atténuation de la houle, ni son rôle de filtre des polluants et de la boue. C'est aussi une des raisons pour laquelle les coraux s'étouffent et que l'eau du lagon se pollue.
Vincent Minier est le nouveau délégué à l'environnement. Son poste a été créé il y a tout juste 2 ans. Pour l'instant, la France hésite encore à installer une vraie direction tant que Mayotte ne disposera pas de statut administratif spécifique. La protection de la mangrove fait partie de ses priorités. Nous sommes à Kaweni, dans la zone industrielle du nord de Mamoudzou, avec au milieu de la mangrove un cours d'eau évidemment non pérenne en fonction des marées. Et donc une situation qui se produit souvent dans les milieux d'interface entre la population, le développement et la mangrove, c'est qu'on a tendance, comme à Mayotte, il n'y a pas beaucoup de terrain constructible, à avancer sur la mer pour essayer de créer du terrain constructible en remblaiement. Et la gestion de ces volumes, ces gros volumes de remblais nous pose des difficultés au quotidien pour trouver des sites qui peuvent accepter ces remblais sans polluer, sans dénaturer à la fois le paysage, mais surtout éviter que toujours pendant les épisodes pluvieux qui sont très importants en saison des pluies à Mayotte, toute la terre soit amenée au lagon et créer des situations d'envasement. Comme toujours dans une île, l'interaction des milieux est forte. Tout communique. Une erreur minime se répercute en avalanche. Or, Mayotte est devenue un vaste chantier, engagé dans un processus intense de développement. Il ne se passe plus de jours sans que les Mahorais ne voient surgir de terre un nouvel équipement ou une nouvelle construction. Les entreprises s'installent au pied des concentrations humaines qui traditionnellement sont au bord de la mer. À Msapere, un grand centre commercial devrait bientôt voir le jour. Il a choisi de s'installer en front de mer. Les remblais servent effectivement à gagner de l'espace et la mangrove a disparu. Cette zone est une des plus populeuses. Banlieue directe de la capitale Mamoudzou, c'est là que viennent ceux qui quittent la brousse pour la ville, les immigrants comoriens déclarés au clandestin. Des engins s'y affairent en permanence pour effectuer les premiers travaux d'assainissement. Bientôt ici, l'eau potable arrivera à domicile, avec dans un premier temps un approvisionnement par des bornes à puces électroniques, mais on disposera aussi du tout à l'égout. Pour mener les activités quotidiennes, les familles se regroupent encore auprès des maigres filets d'eau qui descendent de la montagne. La pression humaine est trop forte. Les ruisseaux se transforment en véritables égouts à ciel ouvert. Les épis de choléra menacent en permanence. Les responsables disposent pour évoquer le problème d'une belle formule. À défaut de tout à l'égout, l'île joue encore du tout au lagon. La ressource en eau à Mayotte est faible, très faible. Il est très important de la préserver. La consommation d'eau potable augmente tous les ans de manière très importante. Aujourd'hui, on a une consommation d'environ 14 000 m3 par jour. Sur ces 14 000 m3 jour, il y en a 2 000 qui sont produits par une unité de dessalement qui a été créée en 1997 et installée sur Petite Terre, de manière un peu expérimentale, mais aussi pour faire face à un besoin de l'époque. 3 retenues collinaires permettent également de stocker l'eau. La plupart de la ressource en eau aujourd'hui est prélevée dans les cours d'eau. Et puis actuellement, la direction de l'agriculture et de la forêt fait des recherches en matière d'eau souterraine, puisque c'est une ressource aussi qui n'est pas encore exploitée, mais qu'on voudrait exploiter avec parcimonie pour éviter d'assécher des nappes phréatiques qui aujourd'hui sont de bonne qualité dans les hauteurs, un peu moins bonne qualité dans les plaines, mais qui sont très importantes à exploiter pour pouvoir contenter toute la population en eau potable. Les ruisseaux de montagne ne sont pas plus protégés. À Combani, comme dans les autres villages de l'île, chaque semaine, les femmes sont conduites en petits cars au bord d'un cours d'eau pour une lessive collective. Depuis qu'elles ont à leur disposition des produits très détergents et de l'eau de javel, l'écosystème local s'en trouve gravement perturbé. Ici, on constate une prolifération d'algues. Là, le fond des ruisseaux se désertifie. Des pratiques qui s'amélioreront sans doute facilement grâce au dialogue et à l'information. Pour y parvenir, les autorités travaillent directement avec les structures de la société traditionnelle. Mayotte est à 85% musulmane. Femmes et anciens jouent un grand rôle dans la transmission du savoir. L'éducation aux nouvelles pollutions portées par le modernisme est en cours et va demander du temps. À Mayotte, comme dans toutes les îles des Comores, on mange en marchant, au bord de la route, et on jette par-dessus son épaule. Les peaux de banane ou d'orange, les coques de noix de coco, tout cela nourrit les chèvres ou se décompose en fertilisant naturel. Mais aujourd'hui, par-dessus l'épaule, on jette les canettes et au lagon, les sacs plastiques. La société de consommation est arrivée à Mayotte
avec la production de déchets qui lui fait une suite logique. Et on est passé d'une consommation de produits essentiellement naturels avec la production de déchets naturels à une consommation plus métropolitaine, plus européanisée de déchets métalliques, plastiques. Et cette culture est en train de changer avec la départementalisation en cours. 50 000 tonnes de déchets ménagers s'entassent chaque année. Des décharges sauvages se développent dans un tiers des villages. La décharge la plus encombrée est bien celle de Mamoudzou, la capitale, où la population croît plus vite que les équipements. Les poubelles sont récentes à Mayotte, ça fait seulement 10 ans que les gens commencent à voir des poubelles. Le ramassage à l'aide de méthodes modernes se fait seulement depuis 2-3 années. Et il faut que les gens apprennent à ne plus jeter devant chez eux, mais à jeter dans les bacs poubelles qui sont réservés aux ordures ménagères. Et ça, ça prend un peu de temps avec des phénomènes d'appropriation quelquefois un peu décalés, puisqu'on a dû percer nos bacs poubelles en dessous pour pas qu'ils soient utilisés comme réservoir d'eau de pluie. Mayotte vient de s'équiper de 15 camions-bennes et de multiplier par 3 son parc de bacs. Dans 5 décharges à ciel ouvert, brûlent lentement les déchets ménagers auxquels commencent à s'ajouter quelques déchets industriels. Le système suffit encore car l'île ne produit ni déchets toxiques ni déchets chimiques lourds. Mais l'arrivée rapide de l'industrialisation va vite bouleverser cette donne. Aujourd'hui, un projet est en cours de centre d'enfouissement technique, c'est-à-dire une décharge unique à Mayotte, mais qui serait gérée techniquement, c'est-à-dire qu'on gérerait à la fois les flux d'eau usée qui en sortent, et puis on brûlerait aussi les gaz sur le site. Afin de sensibiliser les Comoriens, les autorités ont choisi le même procédé que pour le ramassage de la Cantaster. Une prime de 1 franc est versée par canette ramassée. Ce ramassage est nouveau, donc les structures qui procèdent à leur collecte sont en train de s'organiser pour pouvoir le faire de manière plus régulière et éviter de laisser traîner ce type de tas de canettes pendant trop longtemps. Plus difficile est la gestion des déchets lourds qui se heurtent souvent aux problèmes de coût et aussi de place. Là, on se retrouve avec une affaire très courante à Mayotte, c'est que les déchets, notamment les déchets des bâtiments, là on voit des restes de construction, avec de la ferraille, du béton, des parpaings, un peu de carton, un peu de papier, quelques déchets métalliques. On les retrouve dans un coin sauvage parce que les gens ne font pas l'effort d'aller les porter, soit dans les décharges, soit dans les sites plus appropriés, ou d'étudier ça. Là, on n'a quasiment aucune possibilité de retrouver qui l'a fait, et c'est un peu dommage. Malgré un niveau de vie encore relativement bas, Mayotte est déjà condamnée à faire face aux mêmes difficultés que les autres îles des Dômes, la voiture. À chaque arrivée de la barge qui effectue le transit entre la grande et la petite île, Mamoudzou vit au rythme des embouteillages. Le nombre de véhicules immatriculés chaque année fait exploser les statistiques. Il y a une vingtaine d'années à Mayotte, le nombre de véhicules sur la Grande Terre se comptait sur les doigts d'une seule main. Et aujourd'hui, on a plus de 1000 à 1500 véhicules par an pour un parc total qui n'est pas loin des 20 000 véhicules. Rien n'est en place pour récupérer les déchets de ces véhicules. Un tiers seulement des 500 tonnes d'huile usée et les 30 tonnes de batteries sont récupérées. Les carcasses rejoignent le milieu naturel. En se baladant dans l'île, vous verrez aussi, vous en trouverez sans doute sur le bord des routes, dans les ravines. Et là aussi, on essaie de traiter ça avec l'entreprise qui s'est installée pour les petits objets métalliques, de voir avec elle dans quelle mesure la collectivité pourrait prendre en charge l'élimination d'objets de plus gros volume, notamment de carcasses de véhicules. Le recensement de Mayotte est en cours. On s'attend à de grandes surprises. Si en 1998, la population s'élevait à 105 000 habitants, dont 60% de moins de 20 ans, rien n'a permis de comptabiliser les vagues de migrants clandestins fuyant les coups d'État des autres îles des Comores. La France va se trouver face à des responsabilités politiques et économiques imprévues. En matière d'environnement, personne n'envisage d'appliquer telles quelles les lois de la République inadaptées à ce milieu si fragile. On accélère plutôt la formation et la participation des populations. Tables rondes et concertations se multiplient. Il s'agit de trouver les meilleures solutions, mais aussi de concilier les prises de décision avec les coutumes des chefferies traditionnelles.
on a une énorme pression démographique et une progression et une extension économique très importante. Et il faut qu'on fasse tout très vite à Mayotte, malheureusement. On n'a pas le temps de prendre toutes les précautions que l'on prend en métropole, à appliquer l'ensemble des textes environnementaux, notamment des études préalables nécessaires à la réalisation d'ouvrages pour prendre en compte l'environnement. Ça, c'est quelque chose qui nécessite du temps. Et ce temps-là, quand il faut construire des collèges, des lycées, parce que déjà on refuse des enfants à l'école, il faut arriver à le prendre en compte et à faire des choses plus vite. Mayotte est un exemple révélateur sur le chemin du développement durable. Avec des problèmes encore proches des pays les plus pauvres, l'île a la chance d'être épaulée par un pays riche qui dispose d'une expérience ancienne en matière environnementale. La France saura-t-elle mener à bien la transition des Mahorais vers le modernisme en respectant culture et nature ? إن جاءك الأجر في